de tout temps les hommes ont été fascinés par les phénomènes telluriques. Pendant très longtemps, l'utilisation de cette énergie est restée limitée aux sources d'eau chaude à but médical. Mais au cours du dernier quart du XXe siècle, surtout après le premier choc pétrolier, on a commencé à la domestiquer en remplacement des énergies fossiles. La géothermie commence à s'implanter en Suisse, surtout en parallèle avec le mode Minergie, impératif écologique, besoin d'économiser les énergies fossiles, mode, c'est un peu tout cela en même temps. Ici, il s'agit d'une géothermie ouverte, où l'on pompe l'eau de la nappe qui servira à chauffer ou rafraîchir plusieurs immeubles publics ou privés. Pour une maison individuelle, on fait appel d'habitude à une géothermie fermée. Par un circuit fermé, l'eau traverse la nappe et se réchauffe à son contact. Bonjour Monsieur Sonnet, merci d'avoir accepté ce petit interview. J'aimerais que vous nous expliquiez très schématiquement le principe d'un forage de reconnaissance du type de celui pratiqué ici à la médiathèque. Alors, dans le cadre du projet d'exploitation de la nappe phréatique, pour les besoins de chauffage et de rafraîchissement du projet de la médiathèque de Sion, nous avons procédé à un forage de reconnaissance en 2011 sur la parcelle du projet, afin de déterminer les conditions géologiques et hydrogéologiques locales. C'est-à-dire que nous examinons les terrains par l'intermédiaire d'un forage carotté jusqu'à une profondeur suffisamment grande pour pénétrer assez dans la nappe phréatique. Et nous analysons les carottes de forage et sur cette base-là, nous pouvons déterminer les types de terrains que nous avons sur la parcelle. C'est-à-dire les alternances entre des couches limoneuses et de gravier. Sachant que ce qui nous intéresse, ce sont les couches de gravier qui contiennent les eaux de la nappe phréatique. Grâce aux géologues, la ville de Sion a sa carte des niveaux piézométriques, autrement dit, on sait à chaque endroit quelle est la profondeur de la nappe en hiver et en été, la différence ne dépassant pas 2 mètres. Ici en rouge, les valeurs des basses eaux et en bleu, celles des hautes eaux. Les sondages géologiques préliminaires ont permis de fixer la profondeur de la nappe à 20 mètres environ. Des tubes de forage de 1500 mm de diamètre sont enfoncés dans le sol, en rouge sur le dessin. Une tarière creuse permet de vider l'intérieur des tubes. Le niveau descend peu à peu pour atteindre la nappe à 20 mètres de profondeur. À partir de ce niveau, on utilise une tarière fermée. Nous verrons cela tout à l'heure. Le forage se poursuit jusqu'à 33 mètres, soit 13 mètres dans la nappe. L'introduction des tubes galvanisés commence par celui qui sera situé au plus profond. Il est aveugle sur ces 2 derniers mètres et a un bouchon. C'est le dépotoir. Au-dessus, le tube est crépiné, autrement dit grillagé. Les tubes suivants sont également crépinés pour autant qu'ils baignent dans la nappe. Ceux qui sont situés au-dessus sont aveugles. Lorsque toute la colonne est en place, on va remplir de gravillons de diamètre 4-8 l'espace à l'extérieur des tubes galvanisés jusqu'à la limite de la nappe, tout en ressortant un à un les tubes de forage. À ce niveau, on dépose de l'argile en granulés sur 1 mètre de haut. Cette couche doit isoler la nappe du risque de contamination extérieure. Le reste du canal de forage à l'extérieur des tubes galvanisés est enfin rempli de terre tout venant jusqu'à la surface du puits. Pour la dernière étape, on place d'abord une première pompe pour le dessablage et le développement de ce puits. Une seconde pompe va permettre de mesurer le débit de l'ouvrage et ainsi d'attester sa conformité aux exigences prévues. 5 août 2013. Le chantier est en principe fermé pour pause de vacances. C'est la période qu'a dû choisir l'entreprise de forage pour la géothermie du bâtiment. Il s'agit d'un transport exceptionnel. L'avenue Pratifori doit être fermée à toute circulation pendant le déchargement. On voit arriver la machine de forage, un gros trax et une petite pelle mécanique, sans compter les tubes de forage et les futures canalisations pour le système.
Le poids de l'engin, plus de 100 tonnes, laisse son empreinte sur le goudron chaud. Un puissant trax facilite singulièrement le déplacement de ces énormes cylindres qui vont bientôt s'emboîter les uns dans les autres pour chemiser le canal de forage. Le mât a retrouvé sa position verticale, prête pour sa mise en fonction. La première opération consiste à arrimer au tube de pression jaune le premier tube de forage qui se distingue des suivants par son profil inférieur qui est dentelé. En effet, c'est lui qui pénètre en premier dans le terrain et doit commencer à former le trou de forage. Son arrimage nécessite beaucoup de savoir-faire de la part du machiniste. Une fois en place, il est verrouillé. La deuxième opération est plus délicate encore. Il va falloir introduire ce tube de forage dans la louvoyeuse, sorte de grande pince. C'est un peu comme le fil dans le chat d'une aiguille. La manœuvre va prendre une vingtaine de minutes. On cale la louvoyeuse avec des carrés de bois pour la mettre le plus possible à l'horizontale. La manœuvre a réussi. Cette pince va amener le premier tube en contact avec le sol avant que l'on déplace la machine à son lieu de forage précis. Sous l'effet de rotation horaire et anti-horaire et de pression verticale, le cylindre s'enfonce peu à peu dans le sol. La troisième étape consiste à choisir la bonne tarière en fonction de la qualité du terrain. Une étude géologique a été menée avant les travaux. Pour l'instant, c'est une tarière creuse qui est montée. Celle-ci va creuser le terrain à l'intérieur de l'espace délimité par le cylindre grâce à des rotations avant et arrière. Remontée, elle va permettre d'évacuer une certaine quantité de terre et de rochers. Maintenant que le premier tube de forage est bien enfoncé dans le sol et que son contenu de terre et de pierre a été vidé grâce à cette tarière creuse, on va en placer un deuxième de la même façon que le premier, sauf que celui-ci doit être boulonné au premier pour une fixation maximale. La louvoyeuse entre de nouveau en action pour faire pénétrer ce deuxième tube dans le sol. Et le forage continue vers la profondeur. Les ouvriers prennent soin du matériel pour éviter les pannes. Le lendemain, on a changé de tarière car le sol est maintenant gorgé d'eau et il faut un système fermé pour ramener le contenu en surface. Ce dernier est déposé dans la benne du trax qui l'évacue un peu plus loin. Au bout de cet axe, la tarière creuse centimètre par centimètre. Le tube peut à nouveau être enfoncé dans le sol. Et voilà le moment tant attendu par l'équipe, la mesure de la profondeur du puits. 29 mètres. On y est bientôt, la profondeur prévue est de 33 mètres. Au fond, on a déjà atteint la nappe.
Maintenant que tous les tubes de forage sont en place jusqu'à la profondeur de 33 mètres, la prochaine étape consiste à placer les tubes crépinés et les tubes aveugles qui permettront de conduire les eaux de la nappe phréatique dans les bâtiments. Le premier est obturé à son extrémité inférieure et aveugle sur 2 mètres de hauteur. C'est le dépotoir. On y installera par la suite le système de pompage. Pour une meilleure stabilité, ces tubes sont armés de distanceurs qui les obligent à demeurer au centre du trou. Les tubes crépinés, autrement dit ceux qui sont grillagés, permettant le passage de l'eau, vont s'empiler sur 13 mètres, niveau supérieur de la nappe phréatique. Au-dessus, on utilise des tubes aveugles, sans trou, moins coûteux que les autres. La fixation entre eux se fait par boulonnage dans le système ici présent. La prochaine étape consiste à remplir l'espace aménagé entre le conduit galvanisé et le tube de forage par du gravillon grosseur 4-8, ceci sur les 13 mètres de hauteur des tubes crépinés et de la nappe phréatique. Ce gravillon servira de filtre. Un regard depuis le dessus du puits nous permet d'apercevoir encore l'eau et le bouchon au-dessus des tubes galvanisés, évitant que ces derniers ne soient remplis par les divers matériaux qui vont être introduits. Lorsque le niveau de gravier a atteint la hauteur de l'un des tubes de forage, on procède à l'extraction du tube supérieur de la colonne en utilisant la puissance de la louvoyeuse. Celle-ci va faire des mouvements de va-et-vient tout en soulevant peu à peu les cylindres, un peu comme lorsque l'on extrait un bouchon d'une bouteille de vin. On procède ensuite au déboulonnage du tube afin de l'enlever de la colonne. Le procédé recommence ensuite jusqu'à ce que l'on ait atteint le niveau 20 mètres, limite de la nappe phréatique. C'est alors le moment de mettre la compactonite, qui est de l'argile en granules. Dans l'heure qui suit sa mise en place, sous l'effet de l'eau, elle va gonfler de 15% et en 24 heures de plus de 100%. Cela représente une couche étanche à l'instar de ce que l'on trouve dans la nature, protégeant de la pollution le système contre une éventuelle inondation avec de l'eau de ruissellement. Le remplissage des derniers 20 mètres se fait avec de la terre, mais pas celle que l'on a précédemment extraite du puits, car elle contient trop de gros cailloux, des galets du Rhône, ce qui risquerait d'abîmer les tuyaux galvanisés. L'ultime étape est celle de la pose d'une première pompe qui doit assurer un dessablage et le développement du puits. Cette eau passe effectivement par un bac de dessablage. Une seconde pompe doit permettre la mesure du débit et ainsi attester du bon fonctionnement de l'ouvrage pour l'usage prévu. Le chantier Est est maintenant terminé. Les 2 puits de production ont été creusés. L'un servira à la médiathèque et au bâtiment de la caisse de compensation, l'autre est destiné à la future MATS. Au passage de la MATS, entre la MATS et le bâtiment de la caisse de compensation, on s'active au forage du puits de réinjection pour la médiathèque selon la même technique. 2 semaines et demie ont été nécessaires pour réaliser ces 3 puits. Bonjour Monsieur Digou, je vous remercie d'avoir accepté ce petit entretien. Moi, j'ai une question qui me turlupine. C'est qu'est-ce qui va se passer lorsque l'on aura réalisé un plus grand nombre de ces forages dans la ville de Sion? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des interférences entre un puits de production de l'un et celui de réinjection de l'autre, entre le chaud et le froid? Donc il est vrai qu'à l'heure actuelle, il existe beaucoup d'installations de chauffage, refroidissement qui utilisent la nappe phréatique dans la ville de Sion.
et des projets qui sont relativement importants en termes de débit et de rejet de froid ou de chaud. Et c'est très important pour chaque nouveau projet d'avoir une vision d'ensemble de tous les projets qui se font sur le territoire de la commune pour ne pas interférer les uns avec les autres. Donc pour chaque nouveau projet de pompe à chaleur, on prend en compte toutes les installations qui sont déjà existantes de manière à limiter les influences des installations entre elles. Mais est-ce qu'on peut imaginer que tôt ou tard, on devra interdire ou coordonner mieux des installations d'une maison ou d'un groupe de maisons avec un autre? Comment ça va se passer? Est-ce qu'on sait déjà? Alors dans un premier temps, coordonner, c'est absolument nécessaire. Et puis c'est clair qu'on a un nombre limité d'installations qui sont possibles. On va arriver gentiment à une situation de saturation parce que les conditions, la ressource n'est pas illimitée non plus. Et on va devoir certainement, pour des gros projets, limiter ou interdire à l'avenir certains projets. Puis vous m'avez dit tout à l'heure que les situations de géothermie fermée ne seront pas directement concernées par ces restrictions, puisqu'ils utilisent un circuit d'eau et que ça a moins d'impact sur la nappe. C'est juste? Tout à fait, oui. Donc là, dans le cas d'utilisation de la nappe phréatique, on a un rejet d'eau refroidie ou réchauffée vers l'aval, mais dans le cas d'installations géothermiques fermées, c'est clair que l'influence thermique se fait très localement autour du puits, autour des sondes géothermiques, et donc l'influence entre les unes reste relativement limitée. La géothermie est une source d'énergie renouvelable, universelle et surtout sans émission de gaz à effet de serre. Elle doit donc faire partie des choix alternatifs aux énergies fossiles, au même titre que le solaire, l'éolien, l'hydraulique et la biomasse. Si cette technique de géothermie ouverte permet de substantielles économies à l'usage, l'investissement de départ reste plutôt important. Il faut donc d'abord bien analyser la situation du point de vue géologique. Il faut s'assurer d'un débit d'eau suffisant. Il faut reconnaître la nature du sol, en particulier sa composante calcaire ou ferrugineuse. Il faut s'assurer que la source a une température suffisamment élevée. Il faut enfin exclure toute interférence avec un autre puits trop proche. Son intérêt ira grandissant au fur et à mesure que le prix du pétrole et du gaz augmentera.